Il y a des formes étiologiques diverses, des mécanismes divers. Il s'agit en fait d'un reflux d'un volume sanguin, d'un certain volume sanguin qui peut être plus ou moins important, depuis le ventricule gauche vers l'oreillette gauche durant la systole. En fonction de l'importance de ce volume, on peut parler d'une IM minime lorsque cette régurgitation est de faible volume. Lorsqu'elle est importante, lorsque cette régurgitation est un gros volume et qu'elle retentit sur les cavités cardiaques, on parle d'une insuffisance mitrale importante. Elle revêt des causes multiples. Elle peut être organique, liée à une lésion de l'appareil mitral, mais elle peut être aussi fonctionnelle et elle est due à une dilatation. Elle est due à l'atteinte de l'appareil mitral, mais par une dilatation, alors que l'appareil lui-même, on verra tout à l'heure les éléments constitutifs de cet appareil, sont tout à fait sains. Voici sur le plan anatomique la valve mitrale. Donc vous avez ici, je vais prendre un voiture laser. Il y a 4 éléments de la valve mitrale. Vous avez l'anneau, qui est un anneau fibreux, la petite valve mitrale, la grande valve mitrale, les cordages et les muscles papillaires, ou ce qu'on appelle aussi les piliers. Il y a le pilier antérolatéral et le pilier postérieur-médian. Chacun de ces éléments peut être touché par une lésion. Je vous donne un exemple. Une souffrance myocardique d'origine ischémique, une ischémie du pilier par exemple, va entraîner une dyskinésie du pilier, donc un mauvais fonctionnement, un dysfonctionnement de la valve, et il va entraîner une insuffisance mitrale. On peut avoir également des déchirures de cordage dues soit à un infarctus, soit à une élongation, par exemple des maladies élastiques telles que Marfan, ou encore le prolapsus valvulaire mitral, tel que la maladie de Barlow. Donc, on peut avoir donc une insuffisance mitrale. On peut avoir, comme dans le rhumatisme articulaire aigu, un remaniement de la valve fibrocalcique qui va laisser un pertuis au milieu et provoquer également une insuffisance mitrale. Donc, vous voyez que les modifications d'un des éléments de cet appareil mitral peut entraîner une fuite mitrale. Par ailleurs, très souvent, dans la majorité des cas, c'est la coexistence de l'atteinte de ces plusieurs éléments qui peut être à l'origine de l'insuffisance mitrale. Alors, sur le plan physiopathologique, en amont, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oreillette gauche et au niveau de la circulation pulmonaire? Donc, on va parler d'abord de l'IM chronique, puis de l'IM aigu. Donc, il y a une augmentation de la pression du ventricule dans l'oreillette gauche, puisque cette oreillette gauche va voir arriver une certaine quantité de sang depuis les veines pulmonaires et une deuxième quantité sanguine, un deuxième volume qui est régurgité depuis le ventricule gauche durant la systole. Donc, cette augmentation de volume, cette augmentation de pression va entraîner une dilatation de l'oreillette gauche. Laquelle dilatation de l'oreillette gauche, toute cavité cardiaque qui est dilatée, est exposée à la survenue d'arythmies. Et donc, on va avoir des arythmies atriales, au départ uniquement des extrasystoles auriculaires, qui peuvent évoluer vers une fibrillation atriale. Et enfin, le risque de fibrillation atriale va entraîner un risque de thrombose intra-aortique, donc d'accident thromboembolique. Il faut savoir que ces accidents thromboemboliques sont beaucoup plus rares que dans le rétrécissement mitral. Cette augmentation de la pression de l'oreillette gauche est évidemment transmise tout d'abord de manière passive vers la circulation capillaire pulmonaire, qui est à l'origine de l'hypertension artérielle pulmonaire. Si on n'intervient pas à ce stade-là, eh bien cette hyperpression pulmonaire est transmise vers la cavité droite, et vous imaginez bien que la circulation pulmonaire va réagir par un épaississement d'un média. Et c'est des évolutions qui sont très rares aussi, hein. Et donc, on va avoir une hypertension artérielle pulmonaire maintenant qui n'est pas passive, mais qui est active, puisque on va avoir une augmentation, non pas des pressions uniquement,
mais de des résistances artériolaires pulmonaires avec une dilatation des cavités droites et sens cardiaque droit. C'est un stade péjoratif, il ne faut jamais arriver à ce stade-là. Le patient, il faut l'opérer bien sûr bien avant d'arriver à ce stade. Si on arrive à ce stade-là, c'est un échec médical et on peut absolument plus rien proposer aux patients, sauf peut-être une transplantation cardio-pulmonaire. Enfin, dans l'IM aigu, vous voyez que dans l'IM chronique, puisque c'est une installation progressive, il y a automatiquement une dilatation cavitaire. Par contre, dans l'IM aigu, c'est une IM d'installation brutale, d'origine le plus souvent traumatique, par exemple, où on va dilater un rétrécissement mitral. Eh bien, quand on en fait trop, on peut léser la valve mitrale et provoquer une régurgitation aiguë. L'oreillette ou les cavités gauches n'ont pas le temps de s'adapter, donc elles ne se dilatent pas. Et vous allez avoir un tableau dramatique d'OAP parce qu'il y a une hyperpression brutale au niveau de la circulation capillaire pulmonaire. Donc, au départ, vous avez cette IM, donc cette régurgitation qui est transmise dans la circulation pulmonaire, comme je disais, et puis dans le ventricule, dans les cavités droites. Alors, la différence importante entre IM aigu et IM chronique, c'est que l'IM chronique va vous dilater l'oreillette gauche, l'IM aigu ne va pas dilater l'oreillette gauche. Et ça, il faut le retenir parce que c'est une question qui tombe souvent à l'examen. Alors maintenant, en aval, qu'est-ce qui se passe? Donc, le ventricule gauche va contenir un volume cardiaque de plus en plus important, donc le ventricule gauche va se dilater. Et le corollaire, c'est que on peut avoir une baisse, cette surcharge du volume de type diastolie, hein, donc c'est une dilatation cavitaire avec un certain degré d'hypertrophie. À la limite, après un certain nombre d'évolutions, d'années, eh bien, si la situation reste telle quelle, on va avoir une baisse du débit cardiaque. Alors, on dit que l'IM est une maladie auto-aggravante parce que la dilatation de ventricule gauche va faire que l'anneau mitral va se dilater, va s'élargir, et donc la fuite à travers cet anneau élargi s'aggrave. Donc, en fait, on a une aggravation de la valve, de la fuite mitrale. Alors, quelles sont les principales étiologies? Eh bien, je vous ai expliqué tout à l'heure que les lésions élémentaires constituent le prime moment de la maladie et toutes les pathologies, toutes les causes vont toucher soit la valve mitrale elle-même, soit les cordages, soit les piliers, soit la paroi du ventricule gauche. Et donc, une dilatation de l'anneau mitral. Tous ces éléments-là, l'atteinte de ces éléments, très souvent, elles coexistent pour entraîner une IM plus ou moins importante. Alors, et vous avez des causes chroniques. Dans les causes chroniques, vous avez des fonctionnelles, mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont l'IM ischémique, dystrophique, rhumatismale, elle est beaucoup plus rare et très souvent, c'est une maladie mitrale. C'est exceptionnel quand c'est une IM isolée. Et puis, vous avez les IM aigus, vous avez ischémique, avec rupture de pilier, cause d'un infarctus, la rupture de cordage d'une IM dystrophique, l'endocarditis infectieuse, la dysfonction aiguë de prothèse et iatrogène au cours d'une dilatation mitrale pour une sténose mitrale. Donc, il y a souvent des questions, par exemple, citer deux causes d'une IM aiguë, eh ben, il faut dire, par exemple, endocarditis infectieuse, rupture de cordage d'une IM dystrophique, ou infarctus du myocarde, ou encore iatrogène, donc vous choisissez ce que vous voulez. Enfin, voici un aspect ici vous avez l'aspect normal de la valve, donc il se ferme, ici les deux valves cooptent autour donc il y a un cooptage des valves sur le plan de l'anneau mitral, alors qu'ici, on a une IM excentrée. Et là, vous avez un capotage d'une valve. Regardez, cette valve descend beaucoup plus bas que l'anneau.
Et en fait, on a ce qu'on appelle, ça, ce qu'on appelle un prolapsus de la valve mitrale ou maladie de Barlow. Je vous donne comme ça des dixièmes exemple. Ça, c'est une rupture. Ici, on a une rupture de corde, rupture de pilier, puisqu'ici, vous avez le pilier normal. Ici, c'est un cordage qui est rompu. Ici, donc, la valve va capoter, si vous voulez. Là, qui provoque un prolapsus. Par contre, ici, ça, on voit ça dans les infarctus antérieurs. Et c'est des éléments, c'est un élément de très mauvais pronostic. C'est un pilier complètement qui est d'échangie mitrale urgente. Alors, si les formes rhumatismales demeurent fréquentes chez nous, elles sont devenues rares dans les pays développés. Et la forme dystrophique par dégénérescence fibroélastique du sujet de plus de 60 ans est de loin la plus fréquente. Alors, quand vous avez une insuffisance mitrale, il faut l'évaluer. Vous avez une évaluation clinique et une évaluation paraclinique. Tout ça pour dire, est-ce que le malade, je dois l'opérer ou pas? Puisque, sur le plan du mécanisme, il n'y a pas de traitement médical, pas proprement dit, de l'insuffisance mitrale. Toutes les valvulopathies sont traitées de manière soit interventionnelle ou bien le plus fréquemment de manière chirurgicale. Mais avant de dire qu'il faut opérer quelqu'un, il va falloir faire une évaluation de l'importance de la fuite mitrale et du degré de retentissement sur le cœur et la circulation cardiaque. Alors, tout d'abord, à l'interrogatoire, nous allons rechercher les antécédents de rhumatisme articulaire aigu, de maladie infectieuse. C'est la prise de certains médicaments qui peuvent être à l'origine de cette valvulopathie. Enfin, une coronaropathie qui peut expliquer une atteinte de l'appareil mitral de manière donc une atteinte ischémique de l'appareil mitral. Alors, l'issue fonctionnelle, la découverte d'une IM, elle peut se faire de manière tout à fait par hasard, on examine pour autre chose, parce que quand dans les IM asymptomatiques, il faut dire que l'IM reste longtemps asymptomatique, mais important. Sinon, elle est révélée par l'apparition d'une dyspnée de plus en plus importante, d'une fatigabilité ou de palpitations. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir des palpitations en rapport avec une fibrillation auriculaire ou encore avec des extrasystoles ventriculaires, puisque un ventricule gauche qui se dilate peut être sujet à l'apparition d'extrasystole ventriculaire. Les complications peuvent avoir une fièvre due à une endocardiite infectieuse ou bien une insuffisance cardiaque. Alors, une fuite mitrale qui dégénère, qui donne une insuffisance cardiaque, c'est évidemment un tableau dramatique et très souvent les résultats de la chirurgie sont mauvais. Et là, on est, si vous voulez, on a pris le patient de manière très en retard. Enfin, il y a des signes aigus, tels que l'œdème aigu du poumon. Alors, l'œdème du poumon, c'est très rare, il peut se voir dans pratiquement deux situations. Une IM qui est jusque-là compensée et qui va se compliquer, soit de l'endocardite bactérienne qui va aggraver de manière brusque les lésions, soit lorsqu'il y a une IM aiguë d'autre origine, ou bien un passage en fibrillation atriale qui va faire que on perd la systole atriale et ce qui aggrave, diminue de manière drastique le débit cardiaque et donc entraîne une instabilité hémodynamique. Alors l'examen clinique, alors la palpation peut de manière assez rare retrouver ce qu'on appelle un trill au niveau du précordium. Le trill, si vous voulez, c'est la traduction palpatoire d'un souffle très important. Alors, on appelle trill systolique, c'est c'est à contrario du roulement diastolique du frémissement cathère, qu'on retrouve dans RM. Ici, on peut avoir un trill systolique lorsque le souffle est important. Et quand on ausculte, on a un souffle qui est holosystolique de pointe, donc au niveau de l'ausculté au niveau de pointe, de préférence en position
couché, position allongée donc sur le décubitus latéral gauche, avec une inspiration profonde, ce qui augmente donc les souffles. Donc c'est un souffle holosystolique de pointe, en jet de vapeur qui irradie les selles. Il irradie rarement vers la base, on appelle ça un souffle en écharpe, et très souvent en rapport avec un prolapsus de la valve mitrale. Alors donc voici le souffle, donc vous avez B1, B2, vous avez le souffle qui est rectangulaire sur le phonogramme et qui occupe toute la systole. Alors les autres signes physiques, vous avez le souffle systolique, il peut manquer. C'est pas systématique et l'intensité du souffle n'a pas de rapport avec l'importance de la fuite mitrale. On peut avoir un souffle très intense avec une IM minime et pas avoir une IM importante avec pratiquement silencieuse. Enfin, il y a des signes stétacoustiques qui nous permettent de dire que l'IM est important. Le fait d'ausculter un bruit de galop B3 protodiastolique lié à l'augmentation du remplissage protodiastolique. Un roulement d'hyperdépine protodiastolique et l'éclat de B2 au foyer pulmonaire qui est en rapport avec une hypertension artérielle pulmonaire. Et enfin, on peut ausculter un souffle de sens tricuspidien au niveau de l'axe xiphoïde. On peut trouver également des râles crépitants dans les champs pulmonaires. Ces quatre éléments constituent des signes, ce qu'on les trouve, pardon, des signes d'une IM importante. Donc voici donc une IM importante, avec, pourquoi? Vous avez ici un éclat du deuxième bruit pulmonaire en rapport avec l'hypertension artérielle pulmonaire. Ici, c'est un souffle d'IM avec une rupture de cordage. Donc, il y a un timbre qui est râpeux et qui irradie vers la base. Ici, c'est un souffle dû à un prolapsus de la valve mitrale et qui est uniquement mésotélésystolique et qui est précédé par un clic télésystolique. Alors, les examens complémentaires. Dans les examens complémentaires, d'abord l'ECG. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une dilatation de l'oreillette gauche, donc on va retrouver des signes. Si le patient est toujours en rythme sinusal, des signes d'hypertrophie de l'oreillette gauche. Je ne vais pas les rappeler. On va organiser, je vais organiser avec vous, à partir de la semaine prochaine, un workshop, si vous voulez, sur l'électrocardiogramme et je vais vous montrer tout ça dans le détail. Alors, si le malade, très souvent avec une oreillette gauche dilatée, il peut faire une arythmie auriculaire, soit des extrasystoles, soit la fibrillation atriale, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a des signes d'hypertrophie du ventricule gauche, de type diastolique. Et là, vous avez le choix. Vous avez un axe qui est souvent normal, mais il peut être dévié à gauche. Vous avez un QRS qui est un peu large, sans atteindre 120 millisecondes. Et vous avez le cornel qui est supérieur à 20 chez la femme et 25 chez l'homme. Et puis, vous avez un Sokolov qui est supérieur à 35. Alors, voici un exemple d'un électrocardiogramme. Vous voyez que le rythme est assez rapide, mais il est irrégulier. On n'identifie pas d'onde P, c'est une fibrillation auriculaire. Par contre, on a des signes d'HVG qui sont très importants. Alors, si on veut calculer les indices, on peut calculer le cornel. Alors, le cornel, c'est S en V3 plus R. Alors, VL, vous avez pratiquement 7. S en V3, vous avez 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Rien qu'avec V3, on peut être et ce qui veut dire qu'il y a une HVG assez importante. Voici comment on fait le diagnostic de Alors, ça c'est une radio normale. Par contre, ça c'est un téléthorax d'une insuffisance mitrale. On voit tout de suite qu'il y a une cardiomégalie
Vous avez une dilatation de l'oreillette gauche, qui est très très important. Vous avez un arc inférieur gauche qui est allongé, qui va jusqu'à la paroi. Et vous avez ici une saillie de l'arc moyen qui veut dire qu'il y a une hypertrophie du ventricule gauche. Il y a un scissurite ici. Il y a une surcharge hilaire bilatérale avec une surcharge hilaire, une surcharge pulmonaire qui est en rapport avec une surcharge vasculaire avec une hypertension artérielle pulmonaire. Alors donc, l'échocardiographie, donc vous avez fait l'électrocardiogramme, il vous montre si c'est une IM importante, il va vous montrer soit un rythme sinusal avec une hypertrophie de l'oreillette gauche et un ventricule gauche dilaté, donc une hypertrophie du ventricule gauche de type diastolique, et sur la radio, une cardiomégalie au dépend de l'oreillette gauche et essentiellement du ventricule gauche. Mais l'examen clé dans l'évaluation de toutes les valvulopathies et de l'IM ici, c'est l'échodoppler cardiaque dans soit transthoracique, soit échographie transœsophagienne. Alors, plusieurs objectifs. D'abord, c'est pas tellement pour confirmer le diagnostic, mais pour faire l'évaluation des lésions. Quel est le mécanisme de cette fuite mitrale? Est-ce qu'il y a rupture de cordage? Comment fonctionne le pilier? Est-ce qu'il y a une dilatation de l'anneau? Et puis, quelle est la texture des valves? Est-ce qu'il y a un prolapsus ou pas? Est-ce qu'il y a une centrale? Puis dire, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est modérée? Quel est le degré de retentissement sur les cavités? C'est-à-dire quel est le degré de dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche? Et puis évaluer la pression dans l'oreillette gauche. Dans la circulation pulmonaire. Et puis, le plus important, c'est d'évaluer un paramètre extrêmement important pour les suites opératoires et un élément pronostic important, c'est d'évaluer la fraction d'éjection du ventricule gauche. Il faut savoir que la fraction d'éjection, quand il y a une IM ou quand il y a une fuite aortique, on a ce qu'on appelle une hyperkinésie du ventricule. Et donc, vous avez une fraction d'éjection supramaximale qui va atteindre pratiquement 70 à 75%. Habituellement, la normale est entre 60 et 65. Alors ici, si vous avez 75%, c'est correct pour une maladie comme une insuffisance mitrale. Mais par contre, si la fraction d'éjection est autour de 50% ou moins, 48, 45, c'est très mauvais, ça veut dire qu'il y a une dysfonction ventricule gauche, l'intervention devient urgente. Mais si vous avez une fraction d'éjection à 30% sur une IM importante, alors là, sur une déchéance myocardique avancée, il est très peu probable que la chirurgie de la valve puisse apporter quoi que ce soit. Même si vous opérez, le patient ne va pas récupérer, ou il va garder cette dysfonction ventriculaire gauche et il va avoir ce qu'on appelle une cardiomyopathie d'origine valvulaire. Même si la maladie change complètement, ce n'est plus une insuffisance mitrale, mais c'est une cardiomyopathie d'origine valvulaire. L'échographie transœsophagienne, comme l'oreillette gauche est postérieure, et nous, le TO, on l'aborde par l'oreillette gauche, on l'aborde par l'œsophage, donc on la voit très bien. Ça nous permet de meilleure visualisation des flux mitraux, et puis de préciser le mécanisme et l'importance de cette insuffisance mitrale. Alors, les mécanismes, donc on peut savoir s'il y a des calcifications, comme je disais tout à l'heure, ou des épaississements qui vont orienter vers une rhumatismale. On peut voir l'appareil sous-valvulaire mitral. Alors comment elle est à fuite? Est-ce qu'elle est centrale, excentrée, rupture de cordage? Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, on va faire l'évaluation du degré de retentissement sur l'oreillette gauche, sur le ventricule gauche et les pressions pulmonaires. Donc tout ça, voici une échographie transthoracique. Donc ici, vous allez voir, ça c'est l'oreillette gauche. Ici, c'est le ventricule gauche. La valve mitrale, elle est là. Ici, c'est le septum interventriculaire. Là, c'est l'aorte. Vous avez le ventricule droit qui est ici. Et donc là, la valve mitrale devrait être étanche à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'au Doppler couleur, on enregistre une fuite mitrale qui est très, très, très importante, qui est excentrée le long de la paroi postérieure de l'oreillette gauche. Et elle s'est associée ici à une fuite aortique. Alors, donc, le degré de retentissement, vous voyez ici, vous avez un prolapsus de la petite valve qui va passer sous la grande valve
et vous avez un ventricule gauche qui est assez dilaté ici, et l'oreillette gauche également dilatée. Même chose ici, vous avez ici sur une image d'échographe transœsophagienne, ici c'est le ventricule gauche, c'est l'oreillette gauche, vous voyez qu'ici, il y a une valve qui prolapse complètement, et donc vous avez une fuite aortique qui va se faire à ce niveau. Ici c'est la grande valve mitrale, et c'est une restriction de la petite valve mitrale qui prolapse, qui passe en dessous de la grande valve, et donc vous allez avoir ici ce diastasis mitral qui va persister, et vous allez avoir une fuite mitrale par prolapsus de la valve. Alors, le diagnostic différentiel, l'écho-Doppler est essentiel. Hein. Vous avez, même si vous avez un doute clinique, l'écho-Doppler va répondre tout de suite et vous allez corriger votre diagnostic. Il n'y a pas de place pour le cathétérisme cardiaque dans l'évaluation de l'insuffisance mitrale avec le développement des techniques du Doppler, de l'échographie. On peut faire l'évaluation la plus fine possible de toute valvulopathie aujourd'hui. Alors, ce qui reste à l'examen géographique, c'est la coronarographie. Lorsqu'on opère quelqu'un, globalement, quand c'est un homme, c'est au-delà de 45 ans, quand c'est une femme, au-delà de 50 ans. Donc, on pense qu'il y a pour rechercher s'il y a des lésions coronaires qui sont pontables, pour faire un seul geste. Donc, au cours de la même chirurgie, on va traiter la lésion valvulaire mitrale et corriger s'il y a d'éventuelles lésions sévères coronariennes. Alors, l'évolution et complications. Donc, je dis tout à l'heure que l'évolution peut être émaillée par l'installation d'arythmie atriale, principalement la fibrillation auriculaire, qui peut induire une décompensation cardiaque. C'est très souvent l'installation de fibrillation atriale est un tournant péjoratif de la maladie et qui peut décompenser une cardiopathie. Alors, cette fibrillation atriale va, si vous voulez, participer à l'apparition de thromboses ou la naissance de thromboses intra-auriculaires gauche, particulièrement dans l'auricule, et qui peuvent donner des embolies, particulièrement dans le cerveau. C'est beaucoup moins rare que ce que l'on voit dans le RM. On peut avoir une hypertension artérielle pulmonaire, d'abord post-capillaire, puis une HTA précapillaire. C'est exceptionnel que voilà d'évoluer à ce stade. C'est que vraiment, on n'a rien fait pour lui. Et puis, dans les formes vraiment évoluées, complètement ignorées, c'est l'installation d'une insuffisance cardiaque droite. L'HVG et la dilatation du ventricule gauche et les troubles du rythme ventriculaire, comme je disais tout à l'heure, c'est une évolution ultime lorsqu'on n'a pas traité pris un temps le patient. Et enfin, on peut avoir des complications infectieuses. C'est le patient qui va, si vous voulez, faire une endocardite infectieuse. C'est extrêmement, la greffe bactérienne, c'est une maladie extrêmement compliquée et il faut absolument quelqu'un qui est traité pour l'insuffisance mitrale ou quelle que soit la valvulopathie, de prescrire une prophylaxie de l'endocardite infectieuse parce que c'est une maladie qui est dramatique. Vous avez 80% pratiquement, ça dépend des séries, entre 40 et 80% de mortalité. L'évolution dépend également de l'étiologie de l'insuffisance mitrale, puisque une IM du prolapsus ou d'une maladie particulière aiguë a relativement un bon pronostic, mais si vous avez une IM par rupture de pilier sur un infarctus du myocarde antérieur, là, le pronostic qui est dominé par celui de l'infarctus du myocarde, évidemment. Alors, on peut poser une IM aiguë avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un VG hyperkinétique et une fraction d'éjection qui est élevée, avec l'absence de dilatation des cavités gauches, un IM chronique avec une distension des cavités gauches et l'évolution vers la HTA précapillaire. Alors, donc une fois qu'on a fait le bilan lésionnel de la valve, il va falloir, donc on sait que l'IM est importante, il va falloir corriger l'IM. Alors donc on sait qu'il faut l'opérer, donc on fait un bilan préopératoire de l'insuffisance mitrale. Alors,
on n'a pas de la coronagraphie, il faut rechercher et traiter un éventuel foyer infectieux. Il n'est pas question d'envoyer à la chirurgie un patient qui a des caries dentaires. Puis si vous envoyez comme ça, il va vous revenir avec une endocardite post-opératoire précoce staphylococcique, elle est mortelle à plus de 80%. Et donc, évaluer toutes les tares éventuelles en vue d'une anesthésie générale. Alors, voici comment on fait la prévention de l'endocardite infectieuse, particulièrement pour les soins dentaires, avant d'y aller vers la chirurgie. Évidemment, avant de passer la main au chirurgien, il va falloir mettre un traitement médical pour préparer le patient à sa acte chirurgicale. Alors, s'il y a des signes congestifs, évidemment, les diurétiques sont les bienvenus. Ce sont ceux-là qu'on va utiliser s'il y a des signes congestifs tels que une insuffisance cardiaque, un édème pulmonaire, de la dyspnée, etc. Et puis, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ils sont extrêmement importants, particulièrement dans les végétatés, lorsque la fraction d'éjection est un peu basse. Donc, ça va permettre de lutter contre le remodelage ventriculaire gauche et de stimuler la pression pulmonaire dans la circulation pulmonaire. Un régime désodé pour diminuer également la volémie et aider à l'amélioration hémodynamique. Les anticoagulants, c'est la fibrillation atriale. Et puis, traiter une cause curable. Si vous avez une ischémie myocardique, il faut mettre, à l'origine du IEM, il faut mettre un traitement adéquat à la. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme thérapeutique? Eh bien, si on répare la valve, sans la remplacer, ce qu'on appelle une plastie. L'idéal, c'est de conserver la valve native. Il faut juste proposer une plastie. Et ça, c'est l'idéal. Hein. On peut le faire lorsqu'il n'y a pas de rhumatisme articulaire. Par contre, si la valve et l'appareil sous-valvulaire sont très, très remaniés, là, il faut absolument remplacer la valve. On n'a plus le choix. On ne peut pas maintenir la valve native. Et quand on remplace la valve, on ne remplace que la valve et non pas tout l'appareil valvulaire. D'ailleurs, il faut garder l'appareil sous-valvulaire pour éviter ce qu'on appelle les phénomènes de désaxation du ventricule gauche, qui sont très péjoratifs. Alors, on remplace la valve soit par une bioprothèse pour des sujets qui ont plus de 65 ans. Et l'avantage, c'est que s'ils n'ont pas de fibrillation atriale, on peut ne pas mettre d'anticoagulants. On les mettra pendant les 3 premiers mois post-opératoires. Après, on arrête les antivitaminiques. L'inconvénient, ça c'est un avantage extrêmement important. L'inconvénient, c'est que la bioprothèse peut dégénérer. Alors, les nouvelles bioprothèses, elles peuvent tenir à peu près une vingtaine d'années. La valve mécanique, elle a l'inconvénient du traitement anticoagulant à vie. Et donc, il faut gérer l'anticoagulant particulièrement chez la femme enceinte. Et vous savez que chez la femme en âge de procréer, qui a une valve, donc au début du premier trimestre, il faut arrêter les anticoagulants, les remplacer par l'héparine. Et après de l'accouchement également, on arrête les antivitaminiques qu'on aura remis à la fin du premier trimestre pour essayer de remettre après l'héparine juste au moment, quelques jours avant, en général le dernier mois, où l'héparine a cet avantage, c'est qu'on peut antagoniser très rapidement en cas d'accident hémorragique par le sulfate de protamine. Voici, il y a une lésion mitrale assez conséquente, alors qu'ici, on est en train de la réparer. Hein, et il y a une réparation de la valve mitrale par des sutures. Vous voyez que ça ne nécessite pas de valve, il n'y a pas de métal, et puis il n'y a pas d'anticoagulant en cours. Par contre, les bioprothèses, elles sont là, hein, à plein, et puis vous avez ici les prothèses mécaniques. Alors, les anciennes, elles s'usent au bout d'une dizaine d'années, alors qu'aujourd'hui, on peut facilement atteindre 20 ans, celle d'aujourd'hui. Et puis, la prothèse mécanique, elle ne s'use pas, hein, sauf les dysfonctions de prothèse. Je compare un coup sur la surveillance des prothèses, c'est de vérifier qu'il y a, quand quelqu'un est porteur d'une prothèse, toujours l'ausculter pour voir s'il n'y a pas une fuite
à travers la prothèse ou quand on ausculte un souffle de fuite, c'est qu'il y a soit une fuite paraprothétique ou centrale à travers la prothèse et qu'il va falloir faire l'échographie pour vérifier le bon fonctionnement de la prothèse mise en place. Ça, c'est une ancienne prothèse de Star Edwards. Elle n'est plus utilisée là. Elle date des années 60. Et puis maintenant, ça, c'est une bioprothèse porcine des Carpentier Edwards. Alors, donc, voilà, on a fini. Hein, au bout de 40 minutes, j'ai essayé de vous résumer le maximum le cours. Alors, je vous demanderai, comme j'ai le mail de votre délégué, d'ici quelques minutes, je vais vous envoyer le cours sous forme Word que vous allez garder chez vous. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. Il est sur le site de la fac, mais si vous l'avez pas, de toute façon, de toutes les manières, je vous l'envoie d'ici dès que je vais me déconnecter, je vais vous l'envoyer. Vous allez le lire. Et si vous avez des questions, écoutez, je suis à votre écoute. Alors, vous pouvez rallumer vos micros et me dire si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Docteur, ils sont en train de vous écrire, il faut aller dans plus, puis conversation pour voir les questions. Ah, d'accord, alors on va y aller voir. Alors, il y a que des applaudissements, il y a 21 messages. Alors, je reviens au début. Allez, Amir Kherdin, voilà, il faut, c'est pas une question. Alors, il y a des problèmes de micro. Alors, est-ce que, normalement, il y a QR? Oui, mais c'est pas des questions, c'est des commentaires. Alors, s'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez enregistrer le cours? Alors, j'ai demandé à la déléguée de l'enregistrer, elle va vous le partager. De toute façon, vous aurez le cours écrit. Hein. Je vous envoie la version sur Word d'ici quelques minutes et à la déléguée, si elle a vos mails, elle va vous le transmettre par mail. Et si elle a enregistré, elle vous donnera la vidéo. Ensuite, la séance sera enregistrée, oui. Docteur, vous pouvez réexpliquer la physiopathe, d'accord? Alors ensuite, pourquoi l'hypertrophie ventriculaire est de type diastolique? Alors, je suis d'accord, je vous réponds. Pouvez-vous nous réexpliquer le traitement anticoagulant de la valve ok, d'accord. J'arrive pas vraiment à faire la différence entre le rétrécissement et les ondes mitrales, surtout pour la clinique. Ah, Marwa. Oui, mais il faut faire un stage pratique, hein, Marwa. Comme ça, c'est difficile. Alors, je vous explique, je répondrai une à une. Ensuite, est-ce que la valve mécanique est plus tolérée que la valve est-ce que la valve mécanique est plus tolérée que la mécanique chez les patients? Non. Vous voulez dire la biologie. Vous pouvez expliquer pourquoi souffle à l'examen? Docteur, pouvez-vous expliquer le cathétérisme et c'est quoi la différence entre l'écho-doppler et l'écho cardiaque? D'accord? D'accord. Alors, je comprends que peut-être que j'ai été assez rapide. Alors, la première question sur la physiopathologie de l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, c'est pendant la systole. La valve mitrale, vous allez bien regarder, voir comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Alors, la valve mitrale, normalement, elle doit se fermer comme ça. Elle doit se fermer. Et à un certain moment, vous allez avoir une des valves, par exemple, qui va passer, au lieu de se fermer, elle passe en dessous.
Elle ne se ferme pas correctement. Par là, c'est le ventricule gauche, et par là, en bas, c'est l'oreillette gauche. Et donc, ce diastasis ou cette ouverture va faire que il y a une quantité de sang qui va passer du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et donc, cette quantité de sang qui va passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un volume dans l'oreillette gauche plus important que d'habitude. Et à chaque fois, il augmente. Donc, cette oreillette gauche, elle est obligée de se dilater pour contenir ce volume sanguin de plus en plus important. Et ce volume qui augmente entraîne une augmentation de pression dans l'oreillette gauche. Et cette augmentation de pression, elle est transmise à la circulation pulmonaire via les veines pulmonaires, puisque vous avez dans l'oreillette gauche, ça bouge les 4 veines pulmonaires qui viennent de la circulation pulmonaire. Pardon. On appelle ça l'hypertension passive ou précapillaire. Vous avez ensuite la pression pulmonaire, vous avez les artérioles pulmonaires vont s'hypertrophier, la média va s'hypertrophier parce qu'ils sont agressés par cette hyperpression. Et donc mais ça c'est un stade vraiment ultime. On voit ça plus souvent dans les cardiopathies congénitales, avec des chiens gauche-droit plus importants. Et donc vous allez avoir une réaction artériolaire pulmonaire et donc une hyperpression, une HTAP de type fixe avec augmentation des résistances. Ça, c'est un stade vraiment tardif. Il est au jour d'aujourd'hui quasi impossible d'arriver à ce stade. Impossible. Alors, le deuxième point, sur le traitement anticoagulant. Alors, la bioprothèse, elle ne nécessite pas de traitement anticoagulant. On anticoagule juste les 3 premiers mois après la chirurgie parce que il y a toujours cet environnement chirurgical, il y a cette agression qui fait que il y a un risque thromboembogène, donc thromboembolique, donc il faut anticoaguler. Pour la prothèse mécanique, il y a un risque de thrombose de la valve elle-même. Il peut y avoir une agrégation plaquettaire de la fibrine, elle peut se thromboser la valve. Et elle peut, donc la thrombose de valve est une complication dramatique, elle va se boucher, et les caillots qui sont formés autour de la valve peuvent migrer vers le cerveau et donner des AVC. D'où l'obligation de mettre un traitement anticoagulant. Et pas n'importe lequel, il faut que ce soit un antivitamine K. Les nouveaux anticoagulants n'ont pas, l'AMM, ne sont pas autorisés, ne sont pas validés dans cette indication. L'autre question, pourquoi c'est une surcharge diastolique? Alors, il y a 2 types d'hypertrophie du ventricule gauche. Il y a l'hypertrophie de type concentrique, de type systolique, c'est la paroi qui s'hypertrophie, et la cavité du ventricule gauche, elle est dans tout ce qui est obstacle éjectionnel à l'aorte, c'est-à-dire le rétrécissement aortique, par exemple. Vous avez un ventricule gauche qui s'hypertrophie. Mais la cavité, elle se réduit. Par contre, dans les surcharges volumétriques de volume, parce que le ventricule gauche a besoin de contenir un volume de sang beaucoup plus important, la cavité a besoin de se dilater pour contenir ce volume important. Et donc, il va plutôt un peu s'hypertrophier, mais surtout se dilater. La cavité le rapport entre cavité et épaisseur est en faveur de la cavité. Par contre, dans le RAO, le ventricule gauche doit s'hypertrophier pour lutter contre un obstacle, pour éjecter suffisamment de sang pour maintenir le débit cardiaque. Alors ensuite, pourquoi le souffle à l'examen? Eh bien, tout ce qui est, puisque vous avez un orifice à travers lequel il y a un flux très important, ça crée des turbulences. Ce sont ces turbulences-là qu'on va écouter. Alors,
La différence entre le RM et l'IM. Le RM, c'est une sténose, c'est un rétrécissement et vous avez un roulement durant la diastole. Par contre, pour l'insuffisance mitrale, c'est un souffle durant la systole. Ce sont deux auscultations totalement différentes. Alors, le cathétérisme, c'est quoi? Eh bien, le cathétérisme, c'est un examen invasif. Soit on passe par l'artère fémorale, soit par l'artère radiale. On peut faire ce qu'on appelle une ventriculographie. On va injecter dans le ventricule gauche du produit de contraste et on va mesurer, on va quantifier la quantité de ce volume, de ce produit de contraste qui va revenir dans l'oreillette gauche et comme ça on peut évaluer l'importance de la fuite mitrale. Mais ça se fait plus parce que on peut très très bien le faire avec l'échodoppler cardiaque. La coronarographie, c'est l'injection de produits de contraste à l'intérieur des artères coronaires, ce qu'on appelle un angiogramme coronaire. Pour les visualiser, ça permet de voir s'il y a des sténoses ou pas. Les sténoses, c'est un rétrécissement coronaire. Alors, qu'est-ce que c'est quoi entre l'échodoppler cardiaque et je sais pas quoi. C'est la même chose, l'échodoppler cardiaque ou échocardiodoppler, c'est des techniques, hein. Doppler, c'est celui qui a créé l'évaluation par Doppler. Alors, Doppler, vous avez trois types. Vous avez le continu, le pulsé, le Doppler couleur. C'est des techniques d'échographie. Il ne faut pas vous casser la tête pour ça. Ensuite, il y a la dilatation de l'oreillette gauche peut gérer ce volume de plus. Pourquoi y aurait-il une augmentation de la pression? Mais l'oreillette gauche ne gère rien du tout. En fait, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est la compliance. La compliance, c'est la capacité d'une cavité à se dilater. Il y a des oreillettes gauches qui sont compliantes, qui ne vont pas se dilater. Et donc, cette augmentation de volume, cette hyperpression, elle est un tout petit peu amortie par l'oreillette gauche, mais la majeure partie va passer dans la circulation pulmonaire. Ce sont des patients qui sont très essoufflés, qui sont très symptomatiques. Il y a d'autres patients qui ont des oreillettes très compliantes, donc qui peuvent se dilater et qui peuvent servir d'amortisseurs. Ils vont amortir un peu la pression pulmonaire et donc cette pression pulmonaire n'est pas transmise de manière conséquente à la circulation pulmonaire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'insuffisance mitrale peut rester pendant longtemps asymptomatique, justement grâce à cette oreillette gauche qui est très compliante, qui se dilate et qui peut amortir les pressions de la circulation pulmonaire. Alors ensuite, cathétérisme. Alors, je vous ai répondu pour la pression pré- et post-capillaire. La première, alors, vous avez la différence, c'est que c'est uniquement une hyperpression sans modification morphologique de la circulation artérielle. La deuxième, elle est, non seulement les pressions sont augmentées, mais les résistances sont augmentées. Dans un cas, vous avez uniquement une pression, ce qu'on appelle la HTAP passive, c'est une hyperpression, les résistances sont normales. Dans la deuxième, c'est une HTAP, c'est une hypertension artérielle pulmonaire active, les pressions sont augmentées, mais surtout, les résistances artérielles pulmonaires sont augmentées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi l'ETO à la recherche d'un thrombus? À la recherche d'un thrombus. Alors, l'échographie ne suffit pas parce que l'échographie transthoracique, on a du mal à visualiser correctement l'oreillette gauche, puisque l'oreillette gauche, elle est postérieure dans le cœur, donc elle est plutôt accessible par l'œsophage, et surtout une structure qu'on ne voit pratiquement pas, c'est l'auricule gauche. Et très souvent, les thrombis se nichent dans l'auricule gauche. Donc, il faut faire l'échographie transœsophagienne qui permet de bien dégager l'auricule gauche et voir s'il y a des thromboses ou pas. Une thrombose ou pas. Allez. L'auscultation cardiaque, comment peut-on différencier le souffle systolique et diastolique? Vous prenez le pouls. Alors, si le souffle est concomitant ou contemporain du pouls, il est systolique. S'il n'est pas contemporain, il est diastolique. Mais ça, c'est avec l'entraînement. Alors, je ne sais pas comment valider votre stage, à l'examen, si vous n'avez pas fait de stage
Je sais pas, franchement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'on peut avoir, oui, on peut avoir simultanément un RM et une IM, ce qu'on appelle la maladie mitrale. Elle peut être modérée, elle peut être sévère. Hein. On appelle ça une maladie mitrale ou une double lésion mitrale. Oui, c'est possible. C'est trop souvent d'origine rhumatismale. Alors, je vois pas d'autres questions. Il y a encore deux messages. Merci, docteur, pour votre temps. Merci d'écouter. Merci à vous vous avez été patient. Vous avez été pratiquement sans à assister à la conférence. Donc, je vais dans un moment vous envoyer le cours, l'envoyer à votre délégué qui va vous le transmettre. Alors, si vous avez des questions après, on peut toujours les aborder. Alors, habituellement, j'organise un TD, un workshop pour sur l'ECG, l'interprétation de l'électrocardiogramme qui va de l'ECG normal à toutes les modifications, toutes les pathologies, tout l'ECG pathologique. Et ça tient sur plusieurs sessions. Je l'ai pas fait la dernière fois, j'ai pas eu le temps, mais cette fois-ci, je vais essayer de m'organiser. On fera en 3 sessions, puisque vous avez suffisamment de temps maintenant. Alors, je vais m'organiser avec votre délégué, je vais lui écrire, et puis elle vous transmettra les coordonnées de ces formations. Si ça vous intéresse, évidemment, vous m'envoyez un message disant que vous êtes intéressé, comme ça on pourra programmer. Alors, si vous n'avez pas plus de questions, merci à vous d'avoir été patient. Et puis, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.